Dans ma précédente discussion sur Leibniz, j'ai essayé de montrer comment le pacifisme de Leibniz s'enracinait, se justifiait par une métaphysique que je qualifie de perspectivisme. Eh bien, j'aimerais montrer que d'autres doctrines philosophiques peuvent jouer un rôle semblable, un rôle équivalent sur le plan théorico-pratique. Je pense par exemple à la métaphysique védantiste du penseur indien médiéval Shankara, qui est aussi une théorie du reflet de l'un dans le multiple, une théorie de la diffraction kaléidoscopique de l'un dans le multiple. Sur ce philosophe, je renvoie notamment au Prolégomène Vedanta de Shankara lui-même, bien sûr, traduit en français chez Almora en 2001, et bien sûr au commentaire du grand indianiste Michel Hulin, voyez dans Shankara et la non-dualité chez Almora en 2017. Cette métaphysique indienne aurait également pu servir à conforter le grand dessein iréniste, le projet politique irréalisé d'une organisation spirituelle de la Terre, si Leibniz avait été indien, fondé lui aussi dans une théologie que le perspectivisme justifie directement. Alors, sur le perspectivisme de Leibniz, je renvoie régulièrement à l'article de Martine de Godemar, Relativisme et perspectivisme chez Leibniz, dans la revue XVIIe siècle de 2005, au numéro 226, les pages 111 à 134. Leibniz a limité sa curiosité à la Chine, mais il nous semble cohérent de l'invoquer comme le penseur d'une méthodologie de la diplomatie culturelle que la doctrine Xi a pu développer de manière systématique dans l'optique d'une intégration avancée des différences culturelles pour un monde globalisé. Un monde globalisé mais pluriel. La sagesse indienne de la relativité ou de la réalité relative en sanskrit l'anekantavada et du multiperspectivisme en sanskrit nyayavada et la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant dont les jaïns et les bouddhistes tirent les conséquences pratiques les plus semblables, les plus convergentes à celle que Leibniz tirait de son perspectivisme. Sur ce point, je renvoie encore une fois, j'insiste, pour la relecture de l'article de Martine de Godemar, bien que Martine de Godemar n'invoque pas cette parabole indienne des 6 aveugles et d'éléphants pour expliquer les enjeux du relativisme leibnizien, elle en tire la même conclusion dans son article sur relativisme et perspectivisme chez Leibniz. Et donc cette sagesse indienne de la réalité relative, ou cette sagesse indienne du multiperspectivisme, aurait pu servir à Leibniz, ou aurait pu servir aussi à Xi Jinping, à exprimer l'ambition métaphysique et l'humilité qu'il a traduit en pratique. Ambition, car la doctrine de Leibniz est une métaphysique du point de vue de Dieu, rien moins que cela, mais humilité, car à ce point de vue de l'absolu sur lui-même, les monades n'ont chez Leibniz qu'une participation limitée. C'est ce que dit également la métaphore de la cécité dans la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant, puisque aucun des 6 aveugles de la fable n'a les moyens d'un savoir absolu. Chaque perception partielle est cohérente ou légitime tant qu'elle se reconnaît pour telle. L'absolutisation d'une particularité est précisément ce qui rendrait son point de vue partial, et donc injuste. L'erreur serait de croire que notre savoir est exclusif, c'est-à-dire qu'il lui est légitime d'exclure ce qui le contredit. L'erreur, c'est la métonymie involontaire, si vous me permettez cette expression, c'est l'oubli des vérités contraires. Ces vérités contraires débouchent moins sur une
aporie théorique que sur un défi pratique. Le défi de l'inclusivité est de surmonter l'obstacle théorique. Quel est-il cet obstacle ? Bien, c'est celui du principe de non-contradiction. Pour faire tenir ensemble les points de vue contradictoires, les faire tenir ensemble, sans les exclure. Ce défi du dialogue diplomatique est aussi celui d'une stratégie qui sera efficace si elle réussit à satisfaire les besoins qui motivent ces points de vue. Le multiperspectivisme, c'est cette herméneutique de la diffraction de l'absolu en une multiplicité de points de vue qui n'est pratiquement efficace en pratique, qu'à condition de distinguer et de satisfaire les appétits ou les besoins qui les motivent. Leibniz lui-même souligne le caractère essentiel de ces appétits, des appétits de la monade, voyez notamment dans la monadologie au paragraphe ou l'article 19. Comprendre ne signifie pas ici seulement saisir une différence spécifique, mais satisfaire des intérêts pratiques. Et tel pourrait être le message de sagesse que Xi Jinping tire d'une lecture de la monadologie, ou qu'il reconnaît de loin en loin en elle. Il s'agira donc pour Leibniz d'évacuer, limiter, user, saper la prétention de toute théorie et de toute orthopraxie à une vérité exclusive. Tel nous semble être, par exemple, le sens de la réponse de Leibniz, de son nullement mis en annotation au traité sur quelques points de la religion des Chinois du père Longobardi, qui affirmait que Confucius, je le cite, a corrompu le cœur et obscurci l'esprit des lettrés, les réduisant à ne penser qu'aux choses visibles et palpables. Donc je rappelle que à ce commentaire du père Longobardi, Leibniz mettait en marge, il a noté en marge, nullement. Leibniz n'est pas d'accord. Tel est le sens du « cela se peut » que Leibniz ajoute aussi en marge, qui vient en réponse à la critique d'une absence de toute théologie chinoise de la création. Oui, cela se peut qu'il n'y ait pas de théorie ou de théologie chinoise de la création. Formule dont la désinvolture fait ironiser Étiamble. La formule qui fait ironiser Étiamble, c'est le « cela se peut » de Leibniz. Cette formule est-elle l'expression chez Leibniz d'une désinvolture, vraiment ? Sa désinvolture peut-elle être prise à la légère ? Ou ne doit-on pas plutôt comprendre que Leibniz est encore intelligent au moment même où il a l'air de renoncer négligemment, parce que par son refus de pousser trop loin la discussion exagérément dramatisée d'une subtilité théologique, au cœur d'une polémique politique internationale, Leibniz me semble plutôt montrer qu'il tire jusqu'au bout les conséquences pratiques d'une prémisse théologique. Il serait courtois, entendez bien, il serait courtois de laisser aux Chinois le bénéfice du doute et d'en rabattre un peu sur le ton des sentences qu'on prononce contre eux. Voilà où me semble être l'intelligence de Leibniz dans sa soi-disant désinvolture, que donc pour ma part je ne lui reprocherai pas, contrairement à ce que fait Étiamble. Étiamble ne comprend pas cela. Étiamble ne le comprend pas et il reproche à Leibniz ses raisonnements accommodants, je le cite Étiamble, ou défaitistes. Si tout est dit, selon la formule que Leibniz emploie contre le père Longobardi pour en finir avec le reproche d'athéisme adressé aux Chinois, ce n'est sans doute pas d'un point de vue conceptuel, car sur ce terrain, on peut continuer à débattre, mais d'un point de vue moral et politique. Les sujets d'un prince ou citoyen d'une nation ne devraient pas être contraints d'accepter comme prémisse à tout dialogue des concepts si raffinés sur lesquels deux théologiens de la même école, de la même religion ne parviennent pas eux-mêmes à s'accorder tout à fait.
Cela signifie bien que, quelle que soit notre puissance de pensée, et Leibniz ne doit pas tout à fait ignorer quelle est la sienne, elle n'est jamais, cette puissance de pensée, elle n'est jamais la garantie d'une maîtrise suffisante de la vérité. Nos interlocuteurs ou adversaires en possèdent leur part, ce qui devrait exclure toute tentation hégémonique au profit d'un effort pour exhumer la possible sagesse commune qui s'exprime dans la diversité des cultures. Là, vous savez que c'est la thèse que j'ai développée, la thèse d'un pérennialisme, d'une philosophia perennis. C'est la thèse que j'ai développée dans mon essai de métaphysique, ou mon essai de grammaire universelle de métaphysique, pour être plus exact, paru aux éditions Véron en 2003. C'est l'idée qu'il y a une sagesse commune qui s'exprime dans la diversité des cultures, une sagesse commune dont on peut retrouver la grammaire, la structure fondamentale. Alors, loin d'être défaitiste et accommodant, Leibniz exprime dans la lettre à M. de Raymond du 26 août 1714 cette intuition. Il exprime lui-même cette intuition d'une philosophia perennis, le mot est de Leibniz, dans cette lettre à M. de Raymond. Alors je ne veux pas aller trop loin sur ce point aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver pour une prochaine émission afin d'approfondir cette question du procès, en fait du procès que Étiamble fait à Leibniz, et prendre, si vous voulez, comme Leibniz prenait la défense de Dieu dans sa Théodicée, prendre la défense à mon tour de Leibniz contre le procès que lui fait Étiamble et défendre le multiperspectivisme et l'intuition d'une philosophia perennis. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cette enquête, dont vous comprenez qu'elle concerne les conditions d'une culture dans un monde globalisé et libéré de l'hégémonisme occidental. Je vous donne rendez-vous et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.